Super Docteur, c'est le podcast des médecins généralistes. Le podcast qui vous transmet les recommandations de bonnes pratiques et les résultats des grandes études qui vont changer vos habitudes. Super Docteur, c'est la découverte de méthodes de soins innovantes et des interviews de soignants inspirants qui boosteront votre motivation. Un contenu court et pratique chaque semaine pour tous les médecins. Bonjour à tous et bienvenue dans Super Docteur, le podcast des médecins généralistes qui redonne de la noblesse à notre métier pour soigner mieux, différemment et en prenant en compte les nouvelles avancées en santé. Effectivement, il y a quelques semaines, je vous parlais d'un benchmark qui a beaucoup fait parler de lui, le Health Bench publié par OpenAI. Il mesurait à l'époque la capacité des modèles d'IA comme GPT à répondre à des questions médicales. C'était une façon d'évaluer la culture médicale d'une IA. Je vous renvoie à cet épisode, si vous ne l'avez pas écouté, qui nous rapportait déjà une avancée considérable dans le domaine de l'IA en santé. Aujourd'hui, je vous propose de changer d'échelle au vu d'une nouvelle étude assez incroyable, publiée le 30 juin dernier. En effet, une équipe de Microsoft va beaucoup plus loin. Dans cette nouvelle étude, il ne s'agit plus de voir si l'IA sait, mais si elle peut maintenant raisonner, comme un clinicien. Poser des hypothèses, les tester, les réviser, demander les bons examens au bon moment. Ce nouveau benchmark s'appelle SD-Bench pour Sequential Diagnosis Benchmark. Et les résultats sont stupéfiants, parfois même un peu vertigineux. Dans cet épisode, je vais vous détailler cette étude, ses enseignements et surtout ce que cela signifie en pratique pour nous, médecins généralistes. C'est parti. On va détailler cet épisode en 3 parties. En 1, je vais vous détailler cette étude. En 2, on va voir ces 3 résultats majeurs. Et en 3, on va quand même discuter de cette étude, de ses biais, de cette application en pratique. Partie 1, l'étude en détail. De quoi on parle? On va commencer par la méthodologie qui est au cœur de la nouveauté de cette étude. Les chercheurs de Microsoft ont donc publié cette étude le 30 juin dernier sur 304 cas cliniques, tous tirés du New England Journal of Medicine, issus des fameuses Clinico-Pathological Conferences. Ce sont des cas très complets, complexes, pensés pour l'enseignement du raisonnement médical. Donc on a pris ces cas cliniques, on va en reparler plus tard de leurs caractéristiques, et puis on va évaluer d'un côté des médecins humains qui vont pouvoir prendre connaissance de ces cas, qui commencent tous par quelques petites lignes, avec l'âge, le patient, ses symptômes, et puis d'un côté, les humains, ils vont pouvoir commencer à poser des questions sur les signes, etc., à demander des examens, avoir des résultats, peut-être demander d'autres examens plus spécialisés, comme ça, de façon séquentielle pour proposer un diagnostic. Et de l'autre côté, c'est l'intelligence artificielle qui s'y colle. Alors, comment ça marche? L'IA prend également connaissance maintenant de quelques lignes, et puis elle doit poser des questions, demander des examens, formuler des hypothèses jusqu'à proposer un diagnostic. Ici, on ne parle pas de traitement, juste d'une proposition diagnostique finale. C'est ce qu'on appelle le diagnostic séquentiel. Comme en consultation, on avance pas à pas. Et donc, contrairement à l'étude précédente, qui était déjà incroyable dont je vous avais parlé, où à l'époque, on fournissait toutes les données à l'IA sur un seul modèle de LLM qui nous répondait un grand texte d'un coup et on évaluait ses réponses. Maintenant, vous avez compris que c'est différent, c'est séquentiel. L'IA va pouvoir raisonner, va pouvoir réfléchir, prescrire, choisir, évaluer. Donc l'architecture de cette IA est beaucoup plus complexe. Comment elle marche? Elle est en fait composée de plusieurs agents IA. Qu'est-ce qu'un agent IA? C'est une IA spécialisée qui va donc s'associer à d'autres agents, eux aussi spécialisés, pour concourir ensemble dans une même tâche. Ici, trouver le bon diagnostic. Quels sont ces agents IA dans cette étude? Il y a ce qu'on appelle un gatekeeper qui répond uniquement aux questions. Et il y a plusieurs IA spécialisés. Ils leur ont donné le nom de docteurs qui vont avoir chacun une tâche comme chaque spécialiste. Il y a le docteur Hypothesis qui gère les hypothèses probables. Lui, il est entraîné spécifiquement pour rechercher des hypothèses diagnostiques. Il y a le docteur Challenger qui remet en question les biais. Il y a le docteur Test Chooser qui choisit les examens les plus discriminants. Il y en a plusieurs. Il y a le fameux docteur Stewardship qui, lui, contrôle les coûts. Ce qui était un enjeu de cette étude, c'est contrôler les coûts. On va en parler.
Et toutes ces couches d'IA, tous ces médecins virtuels spécialistes, ils sont eux-mêmes chapeautés par un autre agent IA, c'est là que c'est assez génial, qui s'appelle MAIDXO, c'est l'acronyme de Microsoft AI Diagnosis Orchestrator, qui lui est un orchestrateur, et son boulot est de coordonner et d'orchestrer cette équipe médicale virtuelle. Il a été lui-même, cet orchestrateur, calibré dans différents modes selon le budget qu'on lui a alloué. On va en parler, mais évidemment, si vous avez le choix de demander des PET scans, des biopsies, etc., ça ne coûte pas la même chose que si vous êtes en mode médecine de campagne où il faut juste une petite biologie, etc. Et donc évidemment, la précision diagnostique ne sera pas la même. Donc on va le calibrer, cet orchestrateur, selon le budget principalement. Donc on a d'un côté cette super IA composée de couches d'agents IA, de l'autre côté des médecins qui vont devoir plancher sur les cas cliniques du New England. Le pool de médecins, qui est, c'est 21 médecins humains, américains et britanniques, qui ont en moyenne 12 ans d'expérience. Et ce sont principalement des généralistes. Dans l'article, il y a marqué « 17 were primary care physicians and 4 were in hospital generalists », c'est-à-dire qu'ils sont tous généralistes, hospitaliers ou de ville. Donc là, c'est encore un biais, on va pouvoir en parler. Voilà pour la présentation de cette étude. Vous avez compris que c'est tout nouveau. Parce qu'à l'époque, c'était one shot. On présentait un dossier médical, aussi complexe soit-il, à une IA, qui nous crachait toute sa démarche et le diagnostic en un jet, et puis on évaluait sa réponse sur des critères donnés. Maintenant, on présente un début de cas, comme en consultation, et puis l'IA doit prendre des décisions, formuler des hypothèses, demander des tests, des examens paracliniques, et proposer un diagnostic face à des véritables médecins humains. Partie 2, quels sont les résultats de cette étude? Je vais vous présenter 3 grands résultats. En 1, l'IA fait mieux que les médecins sur le plan diagnostic. L'IA monte à presque 80% de précision diagnostique et jusqu'à 85,5% en mode ensemble, qui est un mode de budget confortable. Les médecins humains en face atteignent même pas 20% de bons diagnostics. On a d'un côté 80% d'IA, de l'autre 20% de médecins. Vous imaginez l'écart? Résultat numéro 2, l'IA est plus économe que les modèles d'IA classiques, sans agent IA, et que les médecins humains. C'est-à-dire que la fameuse IA finale orchestratrice, elle atteint donc près de 80% de diagnostic pour un coût de 2400 $, un peu moins, 2396. Les médecins humains, eux, ils atteignent donc moins de 20% de bons diagnostics et un coût de 2963 $. Donc ils sont moins précis et ils sont beaucoup plus chers. Petite parenthèse, j'ai regardé le coût associé aux médecins humains, donc il y a le coût des examens et il y a évidemment le coût de la consultation des généralistes. Et cette étude évalue la consultation d'un généraliste à 300 $. Voilà, il faut se poser des bonnes questions. Donc, résultat numéro 2, je viens de vous le dire, l'IA est plus économe à la fois que les médecins humains et que les modèles LLM traditionnels jusqu'à présent. Et en 3, cette IA améliore la qualité du raisonnement, fait moins de biais d'ancrage, utilise mieux les tests et les examens paracliniques et a une réflexion qualifiée de plus rigoureuse et plus pertinente. Voilà ces résultats qui font un petit peu froid dans le dos, mais ne désespérez pas, parce que dans cette partie 3, nous allons voir un petit peu ce qu'il en est véritablement. Partie 3. Le médecin reste-t-il indispensable dans cette histoire? Moi, je pense que oui. Je vais commencer à vous parler des biais de cette étude qui a fait couler énormément d'encre. Tout le monde en a parlé. C'est vrai que c'était quand même extraordinaire. La précision diagnostique, la réduction des coûts, la finesse du raisonnement, le fait que l'IA sait maintenant raisonner, réfléchir, ajuster en conséquence selon les nouvelles données qu'on lui donne. Bon, il y a des biais énormes. Évidemment, c'est une étude de Microsoft qui pense que le GPT de OpenAI de Microsoft est le meilleur parmi tout ce qu'ils ont testé, parce que je ne vous ai pas dit, mais dans cette étude, ils ont calibré non seulement Gemini de Google, mais aussi ChatGPT et Claude d'Anthropic. Ils ont mis en compétition différents programmes d'IA, différents LLM. Les agents IA ont été paramétrés apparemment de la même façon sur des boîtes différentes, mais on peut se poser des questions étant donné que GPT sort comme être le meilleur alors que c'est une étude commandée par Microsoft. Deuxième biais quand même impressionnant dans cette étude, c'est le pool de médecins. Je vous ai dit qu'on a mis en compétition 21 médecins humains. Ils sont tous médecins généralistes et il se trouve que les cas
du New England, ils sont extrêmement difficiles. Le cas qu'ils donnent dans cette étude, dans ce papier de Microsoft, du nouveau benchmark, le Sequential Diagnostics Benchmark, c'est un diagnostic, tenez-vous bien, de rhabdomyosarcome embryonnaire. Donc vous imaginez bien qu'un médecin généraliste, qui n'a peut-être croisé aucun rhabdomyosarcome embryonnaire dans sa carrière, il ne va pas être très bon face à ça. Donc, le bien incroyable, c'est que non seulement les médecins sont des médecins généralistes, aussi bons soient-ils, ils sont challengés sur des dossiers ultra complexes, ultra spécialisés. Donc, on peut se poser la question de l'activité en vraie vie de ces LLM. D'ailleurs, je vous fais la remarque qu'aucun LLM n'est aujourd'hui validé en pratique en médecine. Le LLM, c'est Large Language Model, c'est les modèles de langage d'intelligence artificielle qu'on connaît. ChatGPT, Gemini, etc. Donc pourquoi c'est pas validé? Parce qu'en fait, ça n'a pas été calibré dans la vraie vie. Dans la vraie vie, les gens ont quand même très peu de rhabdomyosarcome embryonnaire. Ils ont des angines, ils ont des bronchites, ils ont des maladies infectieuses, des traumatismes, etc. Et ces raretés, c'est quand même des histoires de chasse. Donc, aussi époustouflantes qu'elles soient, on peut quand même se poser la question de leur activité dans la vraie vie. Parce que ces résultats, ils sont impressionnants, mais ils posent une question quand même essentielle. Si une IA raisonne mieux, plus vite et pour moins cher, qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, il y a quand même quelques pistes de réflexion que je voudrais vous partager. Déjà, l'indécision. On en a déjà parlé dans le précédent podcast. La prudence, le doute, ce sont des qualités humaines que l'IA n'a pas. L'IA, elle conclut. Les cas ici, je vous le disais, ils sont extrêmement complexes, codifiés. Dans la vraie vie, c'est différent. Ce qui est important, ce n'est pas forcément l'angine, mais c'est tout le terrain qui va avec, c'est de soigner un humain, pas une maladie. Ces logiciels sont entraînés pour diagnostiquer des maladies, aussi rares soient-elles, mais ils ne soignent pas la personne qui a cette maladie. Ce qui nous intéresse, c'est la personne, c'est le patient, c'est pas sa maladie. Et donc, on peut vraiment se poser ces questions. L'indécision, la prudence, le doute, ce sont des qualités humaines exceptionnelles que l'IA, pour l'instant, ne peut pas remplacer. La relation humaine, l'empathie, le contexte. L'IA ne connaît pas le poids d'un silence, ne connaît pas le poids d'une larme, d'un regard fuyant. Je ne sais pas si l'IA peut comprendre qu'un patient qui vient de divorcer, qui vient de subir un décès, va rapporter ça par des signaux faibles dans sa consultation. Des choses que nous, on va pouvoir capter et éventuellement aller fouiller. L'IA ne peut pas ressentir ce genre de choses. Regardez toutes les pathologies qui impliquent un poids psychique. Je pense comme ça spontanément à la fibromyalgie. Si on demande à ChatGPT comment se soigne la fibromyalgie, il va vous présenter un protocole. Mais est-ce que c'est intéressant? Absolument pas. Une patiente fibromyalgique, elle va vouloir être écoutée, elle va vouloir être comprise, et n'importe qui a le besoin de se sentir compris dans sa globalité. Et l'IA, qui ne peut interagir que sur ce qu'elle a été entraînée, que sur les mots, ne gère pas du tout cet aspect non-verbal, cet aspect psychique, cet aspect de la petite histoire qui n'est pas racontée, mais qui nous est présentée par signaux faibles. Donc, vraiment, je le répète, on a toute notre place dans ce futur médical. Des champs nouveaux s'ouvrent. Mon invité Laurent Alexandre en parlait, on peut monter des startups, parfois même hors du soin, ça peut être de l'IA pour gérer le triage, pour gérer des seconds avis, du dépistage, l'optimisation des examens, ou même dans le médical. C'est peut-être une excellente nouvelle que l'IA soit meilleure que nous pour diagnostiquer des maladies rares, parce qu'on va pouvoir se concentrer sur autre chose. Et qu'est-ce qui est important? C'est tout ce qu'on nous reproche actuellement, c'est de ne pas s'intéresser au patient, à son histoire, à son vécu, à son psychisme, à sa famille. Et on a une grande place à prendre dans cette histoire, et c'est peut-être une excellente nouvelle que ces outils nous permettent de nous délester de quelque chose dont on est moins bon maintenant, c'est le diagnostic complexe. Je pense évidemment que les soins intégratifs ont toute leur place, les fameuses interventions non médicamenteuses, c'est pas l'IA qui va pouvoir conseiller, prescrire du yoga, du tai chi, de la méditation, de la cohérence cardiaque. Imaginons une IA qui... C'est quelque chose qui est impensable, que l'IA gère ses activités pratiques, ses interventions non médicamenteuses.
Et je pense vraiment que c'est un domaine qu'on doit prendre à bras-le-corps. La prévention, l'alliance thérapeutique avec son patient, ce sont des territoires où notre rôle est irremplaçable. Et c'est donc maintenant qu'il faut inventer le métier de soignant de demain. En conclusion, cette étude de Microsoft nous montre que l'IA peut raisonner maintenant, cliniquement, et parfois mieux que nous. Mais elle ne soigne toujours pas. Soigner, c'est un acte humain. C'est accompagner, incarner, c'est faire alliance. Ce que je retiens de cette étude, moi, c'est que l'IA va bouleverser notre quotidien, que notre meilleure arme, ce n'est pas la résistance, mais l'incarnation du soin. C'est aussi la compréhension des outils, la formation. Il faut se former à l'IA, c'est indispensable. La responsabilité et l'éthique. L'IA, pour l'instant, n'est responsable de rien. Elle n'est pas non plus éthique. Elle ne peut pas prendre une décision collégiale. Alors restons curieux, exigeants, restons confiants, le futur médical ne se fera pas sans nous. La formation à l'IA est essentielle pour ne pas subir mais comprendre, adapter notre pratique, choisir nos outils et juger sa fiabilité. L'IA, c'est une opportunité de changer nos pratiques. Peut-être vers le meilleur, la qualité d'une relation humaine, sincère, fidèle, empathique et solide. Je vais vous citer pour terminer Mustapha Suleyman, le PDG de Microsoft AI. Le rôle clinique des médecins va bien au-delà du simple diagnostic. Ils doivent gérer l'ambiguïté et instaurer la confiance avec les patients et leurs familles, choses pour lesquelles l'IA n'est pas conçue. Nous croyons fermement que l'avenir de la santé passera par l'alliance de l'expertise humaine et de la puissance de l'intelligence de la machine. C'est le PDG de Microsoft AI qui dit ça. C'est-à-dire que leur projet n'est certainement pas de remplacer les médecins, mais de faire une alliance avec eux. Alors prenons ce problème à bras-le-corps. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode de Super Docteur. S'il vous a plu, si vous l'avez trouvé utile, partagez-le et laissez-moi s'il vous plaît un petit commentaire sympa sur YouTube ou sur votre appli de podcast préféré. Ça m'aide énormément à faire découvrir mon travail. Surtout, continuez à chercher, à apprendre pour devenir vous aussi des super docteurs. Salut!